Nous allons reprendre nos travaux. Je vais déposer la présentation du groupe précédent des centres d'adoption d'animaux de compagnie du Québec. Et maintenant, nous allons souhaiter la bienvenue aux représentants de l'Association canadienne des médecins vétérinaires. Je vous rappelle que vous avez 10 minutes pour votre présentation. Par la suite, une période d'échange avec les 3 groupes parlementaires. Dans un premier temps, vouloir vous identifier par la suite, vous pourrez commencer votre exposé. Bien, merci. Je suis le docteur Jean Gauvin. Je suis président de l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux, mais je suis aussi un ancien président de l'Association canadienne des médecins vétérinaires. Je suis accompagné par la docteure Valérie Angélique Perrier-Edmunds, qui est vice-présidente de la MVQ et qui est aussi responsable de la rédaction du mémoire qu'on vous présente aujourd'hui. Étant donné, en fait, je vais faire juste une petite précision, étant donné que l'Association canadienne des médecins vétérinaires et l'AMVQ ont essentiellement la même opinion sur le projet de loi 128, ce qu'on a décidé de faire d'un commun accord, c'est de faire une présentation conjointe, exactement, afin de libérer un espace pour quelqu'un qui aurait voulu se manifester lors de la commission. L'AMVQ, c'est l'association qui regroupe la grande majorité des médecins vétérinaires œuvrant dans le domaine des animaux de compagnie au Québec. On est à peu près 900 membres. Et l'Association canadienne des médecins vétérinaires, c'est la voix nationale et internationale des médecins vétérinaires canadiens. Ça regroupe autour de 7000 vétérinaires. Nous souhaitons féliciter donc le gouvernement de prendre au sérieux la problématique des morsures de chiens et d'un meilleur encadrement de la possession des chiens au Québec. Nous sommes d'accord que le projet de loi, dans le cadre d'une approche globale, devrait prioriser la sécurité et la protection des citoyens du Québec contre tous les types de chiens potentiellement dangereux et ce, sans limitation de race. Nous félicitons aussi la volonté du gouvernement d'inciter les citoyens et les professionnels de prendre les morsures au sérieux et de les signaler aux autorités compétentes pour aider à réduire naturellement les récidives. Fait que là, je vais limiter mon intervention à 3 points principaux qui nous préoccupent à cause de la limite de temps, naturellement, mais notre mémoire est beaucoup plus étoffée, naturellement. La MVQ et la CMV s'opposent à une loi qui est discriminatoire envers des races et des types de chiens, comme le suggère l'article 17 du projet de loi. Je vais vous citer encore une fois 3 raisons. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Je sais qu'il va être tard, tout le monde va retourner chez eux. La première raison, c'est que l'identification hors de tout doute raisonnable des types de chiens, c'est très difficile, particulièrement celle de chiens issus de croisement. Il n'existe pas de méthode objective pour identifier précisément, puis c'est une identification donc qui est très subjective, de sorte qu'on pourrait avoir deux spécialistes ou 2 personnes qui sont habilitées à le faire, puis qui pourraient arriver avec des conclusions différentes à la fin de l'analyse. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la Ville de Montréal dans le passé. Aussi, en bannissant certains types, certaines races de chiens, on considère qu'on envoie un faux message de sécurité au public, parce que ce qu'on leur dit finalement, inquiétez-vous pas, on a banni les races qui étaient dangereuses, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des autres chiens. Or, vous le savez, ce n'est pas vrai. Tous les chiens, toutes les races, tous les types de chiens sont susceptibles de mordre. De toute évidence, il y a des gradations, puis il y a des niveaux. Un chihuahua puis un berger allemand, c'est pas du tout la même chose. Mais on peut vous dire que des golden retrievers qui sont agressifs, ça peut exister. Ensuite de ça, l'ACMV et la MVQ tiennent à réitérer le manque indéniable de données statistiques fiables et impartiales. C'est ça qui est le plus gros problème là, de toutes les preuves et des preuves scientifiques qui appuient ce genre de mesures. Donc, on considère qu'on aimerait mieux avoir une approche globale, proactive, qui englobe toutes les races de chiens. Maintenant, au sujet des mesures préventives. Malgré les bonnes intentions du législateur, nous considérons qu'il y a quand même un manque de mesures de prévention de morsures dans le projet de loi, puis on a certaines propositions à vous faire. Et puis ça, on a entendu parler beaucoup du court terme lors des auditions, mais ça, c'est entre autres des choses qui pourraient aider à court terme. On pense à une uniformisation des règlements qui encadrent les chiens. On sait qu'il y a une grande partie des morsures impliquant des chiens qui peuvent être prévenues s'il y a des règlements municipaux qui sont stricts, qui sont standardisés à l'échelle provinciale, puis s'ils sont appliqués rigoureusement. On l'a entendu plusieurs fois. Il y a des villes qui ont des règlements, mais ils ne les appliquent pas. Bien que la majorité des attaques de chiens, comme on en parlait tantôt, se produisent dans des lieux privés, il y a une partie importante de ces attaques qui ont quand même lieu dans les espaces publics. Alors, une réglementation stricte et sa mise en application au niveau provincial, notamment sur le port de la laisse, le maintien puis le contrôle des chiens, puis l'enregistrement obligatoire, sont vraiment, selon nous, indispensables puis devraient découler donc du projet de loi 128, comme le suggère l'article 10. De plus,
Pour nous autres, ça, c'est vraiment important. On pense que la réglementation qui fera suite au projet de loi devrait prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour que ça soit efficace. Puis s'il y a des récidives, ça devrait être encore plus dissuasif, naturellement. Mais encore là, la base, c'est d'appliquer les règlements qui vont être mis en place. Ensuite, la MVQ et la CMV préconisent l'identification obligatoire et permanente des animaux de compagnie, d'abord pour assurer l'imputabilité des propriétaires et les responsabiliser, c'est ce qu'on veut, mais aussi pour permettre la traçabilité des animaux de compagnie. Alors, accompagné d'un registre national sur les chiens, ça nous donnerait aussi des statistiques fiables là, sur la démographie canine au Québec, ce que malheureusement, on n'a pas présentement. On pense aussi que grâce à une sélection génétique appropriée, il est possible de produire des chiens qui sont mieux adaptés à la vie en société. Donc, l'élevage des animaux de compagnie doit se faire selon des règles de bonne pratique et devrait être encadré. On pense aussi que la vente des animaux de compagnie devrait aussi être encadrée, notamment dans les animaleries, mais surtout sur les sites en ligne comme Kijiji et les PAC. Dans la grande majorité, c'est là qu'ils sont vendus. Ensuite, j'ai entendu parler beaucoup de sensibilisation, mais nous aussi, on pense qu'il est essentiel de sensibiliser le public sur les risques de morsures canines, d'éduquer les citoyens aussi sur le comportement canin. On pense que ces campagnes-là devraient être vraiment, qui devraient cibler surtout donc les familles puis les enfants. Pourquoi? Parce que malheureusement, les enfants sont surreprésentés quand vient le temps de parler de morsures. Et aussi, ces morsures-là sont souvent plus graves parce qu'ils vont être souvent autour de la figure. Donc, on croit que des ressources financières supplémentaires devraient être prévues donc, pour le volet éducatif qui devrait accompagner le projet de loi. Puis on pense même que dans un désir de démontrer sa bonne volonté à faire face aux problèmes d'attaque canine, le législateur devrait encourager la garde responsable des animaux, puis devrait même récompenser les bons propriétaires de chiens là, qui font stériliser, pas rien de chiens, même de chats aussi, mais qui font stériliser leurs animaux, qui les font micropucer, qui s'enregistrent auprès de leur municipalité, ainsi de suite, qui prennent des cours, par exemple. Puis ça, ça pourrait même se faire par des crédits d'impôt. En ce qui a trait au signalement obligatoire maintenant. Selon l'article 6 de la section 2, donc le médecin vétérinaire est tenu de signaler les morsures. Nous, on a certaines restrictions, certaines réticences plutôt face à cet article. À notre avis, l'utilisation du terme blessure devrait être remplacée par le terme morsure avec lésion. Pourquoi? Si jamais, par exemple, il y avait un chien en jouant sautait sur quelqu'un, faisait une grosse égratignure, puis cette égratignure-là aurait besoin de soins médicaux, on ne pense pas que c'est ce genre-là de blessure qui doit être signalé. On a peur même que le système soit inondé de signalements, puis que ça le paralyse, puis que ça soit très contre-productif. Par ailleurs, on pense que pour alléger la procédure, on recommande de permettre aux médecins vétérinaires de juger du type de morsure et du contexte, afin de signaler uniquement les cas où le vétérinaire a des motifs raisonnables de croire que la sécurité du public est en danger par un chien, est mise en danger par un chien. Donc, ça, c'est des nuances qui sont essentielles. Vous en avez entendu parler beaucoup depuis 2 jours, mais les chiens peuvent manifester de l'agression qui pourrait être appropriée puis inappropriée selon le contexte puis la sévérité donc des morsures. Afin de maximiser aussi l'efficacité des signalements de morsures, on pense que tous les intervenants du milieu animal devraient aussi être obligés de signaler. Donc, je pense aux toiletteurs, on pense aux gardiens, on pense aux marcheurs de chiens, et ainsi de suite, puis même aussi les premiers répondants. Pour obtenir aussi des résultats souhaités, les signalements devraient être inscrits dans un... Ça va être vraiment important. Il faut que ça soit inscrit dans un registre national centralisé et standardisé. Okay? Un tel registre provincial, c'est absolument nécessaire pour assurer une traçabilité des chiens à risque et pour recueillir davantage de statistiques sur les morsures de chiens au Québec. Maintenant, nonobstant l'article 9 de la section 2, la MVQ et la CMV sont très inquiets donc du bris de secret professionnel et puis de l'atteinte potentielle à la relation de confiance entre les propriétaires de chiens et les médecins vétérinaires. Et bien que l'article 9 confère une immunité aux médecins vétérinaires qui va faire le signalement, c'est sûr que ça ne protège pas contre la diffamation de propriétaires qui seraient en colère parce que leur chien aurait été signalé. Et on sait que, grâce aux médias sociaux, ça pourrait avoir des effets dévastateurs donc sur la santé mentale des intervenants, des vétérinaires, mais aussi sur la santé financière de leurs petites entreprises. En conclusion, avant même le décès tragique de Mme Vadnais et encore plus par la suite, les vétérinaires ont travaillé ardemment afin qu'un tel drame ne se reproduise plus.
À preuve, au cours des 3 dernières années, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux, en collaboration avec l'Association des techniciens et techniciennes en santé animale du Québec, ont travaillé ardemment avec la Ville de Laval pour établir un règlement animalier qui, selon nous, est probablement un des meilleurs, sinon le meilleur au Canada. Puis on pense que le législateur devrait s'en inspirer. Vous avez vu M. Demers hier, il était, je pense, assez convaincant là-dessus. L'importance des chiens dans notre société, donc, ne fait plus aucun doute, puis on devrait... On a terminé? Oui, à moins que vous n'ayez... J'ai presque terminé. Allez-y, monsieur. Oui, c'est ça ce que je disais. Donc, l'importance des chiens dans notre société, vraiment, on devrait effectivement la célébrer. On n'a qu'à penser aux chiens de service qui vont aider les handicapés, les autistes, les enfants en zoothérapie. Puis on sait qu'il y a un lien direct entre la santé humaine et la possession d'un chien. Fait qu'on espère, puis pour nos 2 associations, le bien-être animal, c'est une priorité. Mais cette priorité-là est indissociable de la sécurité, de la santé puis du bien-être des humains. C'est pour ça que nos 2 associations adhèrent au concept d'une seule santé de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous allez prendre en considération nos recommandations lors de la rédaction du document final. Merci beaucoup pour la présentation, Monsieur le ministre. 7 minutes. Merci, M. Gauvin. Merci, Mme Perrier-de-Mouns également, de participer à l'exercice aujourd'hui, à cette consultation. Comme j'ai peu de temps, je vais vous amener sur le terrain suivant. D'abord, je suis heureux d'entendre que vous souhaitez avoir une législation qui assure une uniformité des règlements qui sont applicables en milieu municipal, parce que c'est l'objectif premier de la loi du point de vue des moyens qui doivent être pris pour assurer la sécurité des citoyens. On ne veut pas que des villes qui se retrouvent avec l'absence de règlements ou des règlements qui sont nettement insuffisants pour assurer la sécurité des personnes. Il y a un élément de débat qui est jusqu'où doit aller ce règlement minimal? Doit-il aller jusqu'à la désignation de certaines races particulières de chiens, l'interdiction de certaines races particulières de chiens? Je suis conscient qu'il y a un débat là-dessus. On l'entend depuis hier et on s'y attendait. On savait que ce débat-là aurait lieu et il a lieu. Puis c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir l'occasion d'échanger tous et toutes là-dessus. Mais je vous amène sur une autre chose puisqu'on parle d'uniformiser les règlements à l'échelle municipale. Pour nous, ça veut dire des normes minimales. Hein? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une base solide, commune à l'ensemble des régions du Québec, des municipalités, quitte à ce que certaines aillent plus loin, si elles désirent aller plus loin, sans que ça contredise les grands principes. Mais hier, on a eu des représentants de la Fédération québécoise des municipalités qui nous ont dit, ils n'ont pas nommé Laval, là, mais puisque vous citez l'exemple de Laval, ils ont cité une réalité de milieux ruraux. Est-ce qu'on peut avoir exactement les mêmes normes appliquées de la même façon en milieu rural qu'en milieu urbain, dans les petites communautés versus les grandes villes? Est-ce que vous avez eu l'occasion de réfléchir à ça? Est-ce que vous avez des éléments à nous apporter là-dessus? Honnêtement, le risque en milieu rural, de par le fait que les chiens peut-être ont plus tendance à errer librement, je pense que c'est encore plus important d'avoir un encadrement des chiens. Oui, est-ce que c'est plus difficile? Certainement, mais non, il faut que ça s'applique partout, incluant les régions rurales. Un chien sur une ferme qui se promène, puis je veux dire, il peut attaquer un enfant qui traversait la rue, là aussi, c'est aussi important. Moi, je peux vous dire personnellement que je me suis déjà fait attaquer en joguant en campagne. Fait que c'est sûr et certain que j'aurais bien aimé que ces chiens-là soient en laisse, gardés en laisse, au moins attachés ou, comme on disait, peut-être même s'ils sont sur leur terrain, mais il devrait y avoir une clôture qui empêche ces chiens-là de sortir. J'ai eu la discussion avec un autre groupe tout à l'heure, puis je me suis rappelé mon enfance. À l'époque, on avait un chien. On avait la chance d'avoir une cour assez grande à l'arrière, donc la laisse du chien lorsqu'il allait à l'extérieur. C'est pas parce qu'on n'allait pas le promener, on allait le promener à tous les jours, mais quand il voulait sortir et qu'on n'avait pas l'occasion d'aller le promener, on l'attachait dehors, mais avec une laisse suffisamment longue pour qu'il puisse courir. Aujourd'hui, j'ai appris que ça peut mener à des comportements agressifs de tenir les chiens de cette manière-là. J'ai été surpris. Il y a des standards maintenant qu'on a essayé d'établir. C'est-à-dire que si vous laissez votre chien attaché 24 heures sur 24 après un poteau, vous pouvez imaginer que ça va générer effectivement de la frustration. C'est des animaux qui peuvent être dangereux. On l'a vu dans les communautés autochtones récemment.
24 heures sur 24, croyez-moi. Là. Non, c'est ça. Mais c'est parce que si on ne le faisait pas, il s'échappait dans la nature. Ce que la Ville de Laval suggère, c'est pas plus que 12 heures, par exemple, par cycle de 24 heures. Parce que sinon, c'est lui qui s'échappait pour 24 heures si on ne le faisait pas. Alors, c'est juste pour bien comprendre. Quels sont les éléments critiques, là, les éléments principaux de ces normes minimales qui devraient s'appliquer uniformément sur le territoire? Vous avez mentionné la laisse, là, mais quels sont les autres éléments importants? Le port de la laisse, le fait que le gardien le contrôle en tout temps. Donc ça veut dire que par rapport au gabarit de la personne, au gabarit du chien, évidemment, il faut que la personne soit en mesure de le contrôler. L'enregistrement obligatoire, selon nous, honnêtement, l'identification permanente aussi obligatoire. Micropuçage? Micropuçage, mais bon, il y a eu du tatouage, mais c'est sûr que la micropuce, c'est la façon en ce moment la plus simple. Pour ce qui est de la législation, honnêtement, j'aurais tendance à dire l'identification permanente, parce que est-ce qu'il va y avoir d'autres moyens technologiques plus performants plus tard? C'est pas impossible. Comment ça fonctionne, ça, ces fameuses micropuces? On dit que ça va permettre l'identification du chien en tout temps. Techniquement, là, qui l'installe? À quoi ça ressemble? Comment on extrait l'information de ces micropuces? Qui partage cette information dans le système que vous envisagez? OK. C'est du RFID. C'est donc la même information que vous avez sur vos cartes de crédit quand vous avez la petite puce. OK. C'est le même type d'information. Donc, il y a un code qui correspond, qui va avoir été enregistré avec l'animal. Le vétérinaire va avoir implanté ça au patient. Et puis ça, c'est permanent, ça reste là pour la vie de l'animal. C'est pas un GPS. C'est vraiment, ça nous prend après ça un lecteur qu'on va passer par-dessus l'animal, que ce soit un chat, un chien ou un oiseau, qui va nous donner une lecture. Donc, c'est un médecin vétérinaire qui installe ça? Non, tous les refuges ont des lecteurs, c'est ça que vous me demandez? Oui. Ben, qui installe? Qui installe, c'est des vétérinaires. C'est un acte vétérinaire, effectivement. C'est un acte de vétérinaire. Puis ensuite, elle peut être lisible avec des moyens qui peuvent être partagés par tous les services Tous animaliers. les refuges, tous les vétérinaires ont des lecteurs, ils peuvent identifier à ce moment-là. Et donc, il y a une traçabilité, puis il y a aussi une responsabilisation du propriétaire, puis une imputabilité aussi. On ne peut pas s'en sauver. Ça, c'est sûr et certain. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de registre national. Fait que moi, par exemple, si j'ai un chien qui arrive à la clinique qui est abandonné, que je regarde, je trouve le numéro de micropuce, on n'a pas de registre national. Fait que c'est pour ça qu'on dit que ça nous prend absolument ça au Québec pour pouvoir identifier ces animaux-là. Vous avez un numéro, mais vous n'êtes pas capable de l'apparier à la ville où il a été immatriculé. Éventuellement, en cherchant, on finit par trouver, mais il peut y avoir 10 compagnies de micropuces qui ont chacun leur base de données. C'est pas simple. OK. Et j'avais une autre question, mais il me reste? 45 secondes. Aux 45 secondes. Je n'aurai pas le temps de vous amener beaucoup plus loin. Je pense que je vais laisser le temps à mes collègues des oppositions. Merci. Merci, M. le ministre. Monsieur le député de Verchères, pour 4 minutes à peu près. Merci, M. le Président. Généreux? Oui, très généreux. C'est pas l'ombre d'un doute. Merci infiniment de votre présentation qui me rappelle étrangement celle de l'Ordre. Il semble y avoir une communion d'esprit entre les gens de l'Ordre qui sont venus nous présenter leur point de vue hier et le vôtre, ce qui n'est pas étonnant en soi. C'est évidemment un point de vue qui mérite qu'on y prête attention, un point de vue qui nous éclaire quant aux décisions qu'il nous appartiendra de prendre éventuellement. Mais si on exclut l'idée d'interdire une race, si on envisage ou on n'envisage pas ce que vous nous proposez, il y a des municipalités, par exemple à Sainte-Julie, chez nous, où on impose le licou pour des chiens à partir d'une taille ou d'un poids X. Est-ce que ce sont des mesures qui sont de nature à assurer une plus grande sécurité du public? Ça reste que la personne elle doit avoir le contrôle sur le chien. Donc, même si le chien a un licou, c'est sûr que moi, dans ma pratique, je prends beaucoup le licou parce que c'est plus facile de tenir un chien en laisse. Par contre, il y a certains chiens qui ont de la difficulté vraiment à le tolérer, donc qui l'arrachent. Honnêtement, des fois, j'ai des chiens qui sortent de la clinique puis qui l'ont plus au niveau du museau. Là. Donc, ça reste que il y a une double sécurité avec le collier. Est-ce que c'est une mesure qui est envisageable? Oui. Est-ce qu'elle est absolument nécessaire? Pas absolument.
En fait, aussi, d'ailleurs, sachant que je venais ici aujourd'hui, j'ai demandé à des clients qui avaient des gros chiens, par exemple des Terre-Neuve, des Labradors, quels étaient les moyens qu'ils utilisaient, qui étaient les plus efficaces. Puis donc, le licou, c'était un de ceux-là. Puis il y a des nouveaux maintenant harnais qui serrent le corps du chien et on peut s'apercevoir que les gens, à ce moment-là, ont un bien meilleur contrôle sur l'animal. Ceci étant dit, un enfant qui pèse 40 livres va faire du ski bottine en arrière du chien qui en pèse 150. C'est clair. Même en licou. Même avec un licou. Et le licou va-t-il avoir pour effet, outre d'assurer un meilleur contrôle du chien, lorsqu'on est capable de bien le contrôler, évidemment, mais outre d'assurer un meilleur contrôle, est-ce que le licou peut avoir pour effet de gêner le chien lorsqu'il veut mordre? Non, un licou, il y a une corde qui passe sur le nez, mais elle est vraiment lousse. Fait que non, ça n'empêche pas du tout la morsure. C'est pas une muselière du tout, là. En fait, des fois, les gens, quand ils voient des chiens en licou, ils confondent. J'ai beaucoup de gens qui sont réticents au licou aussi parce que ça a l'air d'être une muselière parce que ça passe sur le museau, mais ce n'est pas du tout. Ils peuvent halter, ils peuvent japper, ils peuvent mordre. Ça n'empêche pas rien au niveau de la gueule. Il y a quelque chose qu'on remarque, par exemple, avec l'utilisation du licou. Chez la grande majorité des chiens qui vont avoir un licou, ça va avoir un effet de les apaiser assez rapidement. Pas de 75 %, on parle de 25-30 %. Pas tous les chiens non plus, mais ça a un effet qui peut être apaisant pour ces chiens-là. Justement, vous posez la question parce que j'ai ouï dire, puis là, on a les spécialistes devant nous, là. J'ai ouï dire qu'effectivement, le licou permettait un meilleur contrôle, entre autres parce que ça avait cet effet apaisant sur le chien. Pas uniquement ça. En fait, ce qui arrive, c'est que quand le chien tire sur sa laisse, la tête va être dirigée à droite ou à gauche. Fait que le chien ne peut pas tirer au renard, comme on appelle, comme il serait avec un collier. Avec un collier, un chien qui veut tirer, il va se faire étrangler, il va continuer à sauter. Il ne fera jamais ça avec un licou. Nous allons poursuivre avec Mme la députée de Mirabel. Vous allez voir, je suis très généreux. À peu près 3 minutes. 3 minutes. Merci, M. le Président. Bonjour. J'aimerais vous entendre. On a parlé beaucoup d'accidents qui se sont produits sur des enfants et des adultes, mais est-ce que vous avez des données qui, entre chiens, un chien qui a mordu un petit chien ou un chat ou qu'ils ont tué un autre animal, est-ce que vous avez des données là-dessus qui nous dit qu'il y a un fléau ou c'est différent? Des données, non. Est-ce que vous voulez dire au Québec? Est-ce que vous voulez dire... Au Québec, en fait, le manque de données est assez flagrant. On n'en a presque pas. On a un sondage de la MVQ qu'on a fait en 2010, si je m'abuse. Mais après, c'est ce qui est rapporté dans les médias. Est-ce que vous avez eu, à votre connaissance, des accidents qui se sont produits chez les grands animaux? Des chiens qui auraient attaqué des grands animaux en campagne? Non, en fait, étant les deux des vétérinaires de petits animaux, on n'a pas... Les deux dans le milieu très urbain, effectivement. Donc, non. Ceci étant dit, ça a été rapporté dans les années 70. Il y avait eu des chevreuils qui avaient été attaqués par, à l'époque, on pensait que c'était des loups, et en fait, c'était des chiens sauvages qui s'étaient libérés de ferme. Mais pour ce qui est de nos pratiques à nous, on n'est pas confronté à ça. Ceci étant dit, de façon régulière, les vétérinaires vont avoir à suturer, par exemple, des plaies suite à des morsures. Oui, effectivement, ça arrive. Oui, ça arrive. C'est pas... Écoutez, encore une fois, même si on est dans une région où il n'y a pas des races restreintes, il va y avoir des morsures. C'est pour ça qu'on pense que si on veut vraiment la sécurité du public, c'est ça qu'on veut, il faut absolument éduquer les gens à comment se comporter avec les chiens. Entendre en dernier sur les muselières. Il y a des gens qui disent que l'animal souffre, que c'est pas correct de lui mettre une muselière. D'autres qui disent mon chien il s'adapte bien. Vous, qu'est-ce que vous en pensez d'une muselière? Est-ce que c'est comme la laisse, la longue laisse? Est-ce qu'il y a des temps respectables pour avoir une muselière? Tout est une question de contexte. Une muselière qui, par exemple, va fermer le museau quand il fait 35 degrés dehors, c'est absolument inadéquat. Le chien ne peut pas halter, c'est la seule façon qu'il peut libérer la chaleur. Des muselières en panier, c'est mieux, le chien peut halter. À la limite, on peut même lui apprendre à boire de l'eau. Par contre, est-ce que ça a des répercussions sur le bien-être du chien?
Ça a été démontré que la plupart des chiens qui portent une muselière, ça c'est vraiment scientifique, ils démontrent des signes d'apaisement, des signes qui sont mal à l'aise avec le fait qu'ils l'ont au niveau du museau. Est-ce qu'on pense que la muselière est importante pour les chiens qui sont à risque ou qui sont potentiellement dangereux? Absolument. La sécurité du public est vraiment prime par-dessus tout. Est-ce que, par contre, toute une population de chiens devrait avoir une muselière sans qu'il y ait vraiment eu de risque? Non. Je pense pas que ça vaut la peine à ce moment-là. C'est tout le temps que nous avions. Donc, Mme Perry-Edmonds et M. Gauvin, merci beaucoup pour votre participation aux travaux de la Commission. Et la Commission ajourne ses travaux au jeudi 22 mars 2018, après les affaires courantes, où elle poursuivra le mandat. Merci.